Alors, dans l'ADN actuel, on peut retracer plein de choses et selon l'époque qui nous intéresse. Et donc, effectivement, dans l'ADN, une des grandes découvertes que je n'ai pas faites, mais dans ma discipline, qui est une découverte majeure, c'est d'avoir montré que nous, sapiens, nous nous étions croisés avec une espèce qui, elle, a disparu, Néandertal, et même avec une autre espèce qui, elle, a disparu, qui s'appelle Denisova. Et donc, c'est vrai qu'avec l'ADN, on peut reconstituer des éléments du passé de Sapiens, mais aussi des éléments du passé d'espèces qui ont maintenant disparu. C'est grâce à une discipline qui s'appelle la paléogénétique qui a vu à son fondateur, Svante Pääbo, un prix Nobel en 2022. Et grâce à ces travaux, on a des idées de pourquoi justement Néandertal s'est éteint. On a des idées sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Sapiens et pourquoi on pense, pourquoi Sapiens a pu comme ça se répandre sur l'ensemble de la planète. On a des idées aussi, en fait, de la fécondité de Sapiens qui aurait pu être un avantage particulier pour son espèce au début de son expansion. Oui, parce que en fait, quand vous regardez l'ADN de plusieurs individus, vous pouvez retracer l'histoire démographique de la population que vous analysez. En fait, on peut regarder si on compare l'ADN de deux individus, finalement, vous recevez votre ADN, c'est des petits bouts que vous recevez de plein d'ancêtres. Et donc, en regardant des bouts d'ADN, c'est comme si on regardait les ancêtres communs à des individus. Et de là, on peut dater d'où viennent ces ancêtres communs. Et donc, à partir de là, si plein d'individus ont les ancêtres communs qui reviennent à la même époque, ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'individus sur la planète. Dans un petit village, on a beaucoup plus rapidement des ancêtres communs que dans une grande ville. Si vous regardez dans un petit village où les gens sont restés depuis un grand nombre de générations, ils sont tous rapidement cousins si vous faites les généalogies. C'est le même principe. Et donc, en regardant dans l'ADN de gens actuellement, on peut retrouver dans leur passé les moments où la population était de petite taille ou de grande taille. Et donc, c'est comme ça qu'on voit que Sapiens était en croissance démographique dès le Paléolithique, qui a eu une très forte croissance, bien sûr, avec l'arrivée de l'agriculture, et qui a multiplié les populations humaines par 10, voire par 100. Je veux dire, c'est fascinant dans notre histoire. Si on imagine la France avant la croissance néolithique, on serait 6 000 habitants sur toute la France, contre 60 millions actuellement. C'est pour vous donner un ordre de grandeur, quoi. C'est vertigineux, les changements démographiques qu'il y a eu au cours de notre histoire. Et en parallèle, on a pu regarder comme ça dans l'ADN de Néandertal que en fait, les populations néandertaliennes étaient en décroissance démographique. En fait, c'est comme si leur décroissance était inscrite dans leurs gènes. En fait, ce n'est pas les gènes qui vont faire qu'ils sont en décroissance. Mais en lisant les gènes, on voit qu'ils étaient en décroissance. La décroissance, elle est pas due à la génétique. Mais dans leur ADN, on peut lire cette décroissance. Et du coup, on voit que les Néandertaliens, ils étaient en décroissance, même avant que nous, notre espèce, sapiens, les rencontre. Ils étaient en décroissance démographique et en plus, dans leur ADN, on voit qu'ils avaient accumulé des changements génétiques qu'on appelle des mutations, qu'on va dire délétères, c'est-à-dire des mutations qui ne sont pas top quoi, en termes de santé et de physiologie. Ça qui explique leur décroissance. Les deux sont liés, c'est-à-dire que quand vous êtes de petite taille, vous accumulez plus facilement des mutations dites délétères. Petite taille de population. Ouais, un petit effectif de population, vous accumulez plus facilement des mutations délétères qui, en retour, font que vous allez être en décroissance démographique. C'est bien étudié en biologie de la conservation, ça s'appelle l'effet Ali, qui a été étudié justement. Ali, avec 2 E à la fin. Et qui explique pourquoi c'est comme s'il y avait des seuils génétiques, de perte de diversité génétique et d'accumulation de mutations qu'on dit délétères, qui font qu'on rentre dans une espèce de boucle négative.
C'est-à-dire, on n'est pas bien génétiquement, ce qui entraîne une décroissance. Cette décroissance fait qu'on va encore plus accumuler des mutations qui ne sont pas bonnes et ça peut entraîner ça peut aller vers l'extinction des espèces. Alors, je ne sais pas si Néandertal était arrivé à ce niveau-là. En tous les cas, génétiquement, il n'était pas au top, quoi. En revanche, chez nous, Sapiens, Bah, Sapiens, c'était mieux, quoi. plus fringant. Plus fringant. Alors, c'est pas le top du top, hein. Si on regarde l'ADN et qu'on imagine il y a 100 ou 200 000 ans sur la planète, c'est pas sur Sapiens qu'on aurait parié, hein. On aurait plutôt parié sur les grands singes. À cette époque-là, ils étaient certainement beaucoup plus nombreux que les Sapiens. Et nous, on est quand même une espèce qui a pas beaucoup de diversité génétique. Donc, on n'est pas dans je dirais, dans le top 10 des belles espèces génétiquement, quoi. Les orang-outans, par exemple, ont 3 fois plus de diversité génétique que nous, quoi. Donc, bon, c'est extraordinaire. C'est pour ça que la diversité génétique fait pas tout, quoi. On était, voilà. On était, alors. Un commentaire là-dessus, Antoine, peut-être? J'ai pas fréquenté beaucoup d'orang-outans et je connais pas grand-chose des orang-outans fossiles parce qu'on en a trouvé quasiment pas. La difficulté aussi pour étudier les fossiles humains et essayer de retracer ces choses-là, c'est qu'on en a peu. Donc c'est en ça que la génétique nous apporte des informations différentes. Ça bouche une partie des trous à partir des quelques fossiles que l'on trouve. L'enregistrement archéologique est forcément réduit. On a peu de spécimens. Avec la génétique, on arrive à illustrer un peu l'histoire de ces spécimens. Donc c'est un apport intéressant pour mieux comprendre l'ancrage dans le temps des groupes humains. Mais ça remplace pas un beau fossile. Ça remplace pas. Je le vois dans les yeux d'Antoine. Vous voyez dans les yeux d'Antoine. Et vous, Antoine, justement, votre spécialité, c'est les fossiles. Et si on en revient aux fossiles et aux comparaisons, et justement, quand on vous pose la question, pourquoi nous? Pourquoi nous, Sapiens? Plaît-il? Alors, pourquoi Néandertal s'est-il éteint? Alors, à cause d'un virus ou plutôt d'une hybridation avec Sapiens? Alors, Néandertal ne s'est pas éteint à cause d'un virus. Il n'y a rien qui donne une indication qu'il y ait eu une épidémie qui aurait amené Sapiens et qui aurait fait s'éteindre Néandertal. Pardon, Néandertal ne s'est pas éteint à cause d'un virus. Il ne s'est pas éteint non plus à cause de violence. L'extinction de Néandertal, ça prend plusieurs milliers d'années. Donc, ce n'est pas des Sapiens violents qui sont arrivés, qui ont massacré les Néandertaliens. On pense qu'il était déjà pas top génétiquement, comme je l'ai dit, et que finalement, il s'est peut-être retrouvé trop en compétition avec Sapiens, c'est-à-dire sa niche écologique, l'endroit où il était pour bien se nourrir, pour bien se reproduire. Peut-être que Sapiens, en empiétant dessus, a entraîné, je dirais, une accélération de sa disparition. Il y a une chose que je trouve intéressante, c'est que le gourdin, vous savez, celui avec lequel on imagine les hommes préhistoriques s'entretuer les uns avec les autres, eh bien, ça n'existait pas. À l'époque préhistorique, c'est un outil qui a été inventé dans les années 50 dans les BD préhistoriques. Ça n'existait pas, le gourdin. Et donc... le gourdin, les femmes arrachées par les cheveux, c'est une invention postérieure. Et donc, il faut imaginer d'autres armes. C'est surtout qu'ils étaient bien plus efficaces, les outils dont ils disposaient voilà. au cours de la préhistoire. Le gourdin, c'est une image archaïque parce qu'on se donne une idée d'abrutis qui manipulent des objets très simples, qui ne demandent aucune confection et peu de réflexion. Absolu, ils savaient fabriquer des choses extrêmement complexes avec des usages différents qui impliquaient aussi des passages de connaissances, de compétences. Donc ils étaient très très bien équipés, les humains, depuis très longtemps et pas uniquement Homo sapiens. Alors si on en revient au pourquoi nous,
Antoine Malzou? Pourquoi? C'est toujours une question difficile, surtout en archéologie, avec peu d'objets, peu de spécimens. Mais pourquoi nous on reste aujourd'hui les derniers homo euh, à avoir envahi, conquis la planète. Choisissez le terme que vous voulez. Pourquoi nous? Notre cerveau a sans doute quelque chose à voir à l'affaire. Et vous, justement, vous êtes un spécialiste du cerveau. Vous avez beaucoup travaillé sur les cerveaux des hommes fossilisés. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire? Je crois qu'il faut prendre un peu de recul aussi par rapport à cette appréciation qu'on a de qui nous sommes aujourd'hui et de la comparaison qu'on peut faire avec le passé. Evelyne le disait, d'un point de vue démographique, les populations humaines actuellement sont gigantesques par rapport à ce qu'elles étaient par le passé. C'est beaucoup plus grand, mais ce n'est pas le seul apport, le seul changement que ça apporte, le fait d'être très nombreux. C'est que aujourd'hui, on fait des enregistrements Twitch, on discute entre nous, on essaye de réfléchir à des choses extrêmement complexes parce qu'on a accès à beaucoup de connaissances, une information énorme qui s'est constituée au cours du temps, qui n'est pas uniquement une capacité individuelle, c'est quelque chose de collectif qui est propre à Homo sapiens, c'est certain, mais surtout qui a une histoire très récente. C'est l'augmentation de la démographie et puis les progrès technologiques, l'imprimante, puis l'ordinateur, puis aujourd'hui tous les progrès qu'on peut faire en termes de calcul et d'enregistrement qui font qu'aujourd'hui on est ultra connecté, qu'on a accès à autant de connaissances, avec ce sentiment que c'est notre capacité intellectuelle supérieure qui nous a permis ça. C'est en partie vrai, mais c'est aussi totalement faux. Individuellement, on n'a pas des compétences faramineuses. Si on se retrouvait chacun d'entre nous au milieu de nulle part en n'ayant aucun outil, il faudrait bien faire avec ce que nous avons autour de nous et on aurait beaucoup de difficultés parce que justement, on n'aurait pas les clés de lecture de notre environnement. Donc on a l'impression d'être très intelligent parce que potentiellement, notre cerveau peut faire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, si on est capable de faire beaucoup de choses, c'est qu'on a beaucoup autour de nous à récupérer et à alimenter nos réflexions. Finalement, on n'est probablement pas moins intelligent en tout cas que ce qu'on peut imaginer. Et la différence pour moi en termes de comportement et de capacité au cours de la préhistoire, elle ne doit pas être aussi notable que ce qu'on peut croire. Quand on regarde les productions des Homo sapiens, mais même des Néandertaliens d'il y a 50 000 ans, on est sur des capacités qui sont très élevées, qui démontrent des conceptions, l'anticipation, le choix de matériaux, l'enseignement, des techniques au cours du temps et des extrapolations de l'art, le fait d'enfouir ses morts. Donc plein de choses conceptuelles complexes qui demandent de l'intelligence, qui existaient il y a 50 000 ans et qui existent toujours aujourd'hui. Fondamentalement, je ne suis pas convaincu qu'un humain d'il y a 50 000 ans, qu'il soit sapiens ou néandertal, avait moins de capacité cérébrale que nous. Ce qui nous favorise aujourd'hui, c'est qu'on a accès à toutes les connaissances avec une facilité absolue, mais individuellement, on n'est pas supérieur. Ce qui fait on que cette réinvente question... pas la roue à chaque fois, c'est ça l'idée. Si, mais parce que c'est super facile pour nous, parce qu'on a accès à toutes les connaissances pour le faire, et aux connaissances que les autres humains et nos contemporains et ceux d'avant ont accumulées. Si justement à chaque fois il fallait réinventer le théorème de Thalès, Pythagore, etc., très peu d'entre nous n'y arriveraient, et on serait bien embêtés pour plein d'usages de notre vie quotidienne. C'est parce que des gens ont su construire des avancées majeures qu'on en a hérité aujourd'hui et qu'on est capable de faire tout ça avec un cerveau qui n'est pas supérieur en termes de fonctionnement par rapport au cerveau des humains d'il y a 50 000 ans. C'est ce qu'on appelle la culture cumulative, mais il y a aussi beaucoup de crétins qui en profitent aujourd'hui. Juste, je voulais demander, Antoine, mais du coup, toi, quand tu regardes les endocrânes, donc les moulages de l'intérieur du cerveau, entre, par exemple, un sapiens et un erectus, qu'est-ce que tu vois comme différence? La question est complexe dans le sens où jusque-là, la vraie difficulté, c'était d'arriver à apprécier vraiment la forme du cerveau et ce qui était vraiment lié au cerveau. Parce qu'on n'a pas le cerveau, tout ce qu'on a, c'est le moulage interne du crâne. Avec des marques, et depuis 150 ans qu'on trouvait des fossiles, on a essayé de les interpréter. Et justement, là, dans le cadre du projet qu'on vient de terminer, on a essayé d'analyser... Paléobrain. Oui. Donc vous devriez dire quelques mots, pardon. Ce serait bien pour les Twitchers. Eh bien, très bien, j'en dis quelques mots. En fait, dans ce projet, l'idée, c'était sur des volontaires actuels, acquérir un grand nombre d'informations
pour vraiment apprécier le lien qu'il y a entre la forme du cerveau et la forme du crâne, ce qu'on n'avait jamais pu faire auparavant. Et là, par des acquisitions IRM complémentaires, on avait à la fois, pour plein de gens, le cerveau et la forme de cet endocrâne, ce moule interne. Et donc, on a pu préciser la position des sillons cérébraux sur l'endocrâne et être beaucoup plus précis sur notre détermination des choses. Et surtout, ça a montré Commentez l'image. qu'une bonne partie des choses qu'on racontait auparavant étaient fausses. Là, ce qu'on voit sur cette image, c'est un crâne de néandertalien, la chapelle au sein. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut accéder à plein d'informations sur un spécimen fossile grâce à de l'imagerie très performante. Là, c'est de la tomographie, de la microtomographie. On a un équipement très performant au muséum. Le crâne du milieu montre toutes les veines qui passent à l'intérieur du crâne. Dans nos couches osseuses, dans notre crâne, il y a aussi une circulation sanguine qui irrigue l'extérieur de la tête et l'intérieur et des passages sanguins. Et maintenant, on arrive à voir ça. Et on voit ça sur les fossiles. Et puis l'image de droite, c'est l'intérieur, c'est le moulage interne sur lequel il y a des zones colorées qui correspondent aux différentes parties du cerveau. Et là, le projet, l'objectif réel, principal, c'était d'arriver à améliorer notre capacité à positionner les limites entre les grandes parties du cerveau. Avant, on le faisait de manière déductive, sans avoir de vraies possibilités de faire le lien. Là, on a créé cette base de données qui est une sorte de clé de lecture du lien entre la forme du cerveau et la forme du crâne. Donc, ça nous a permis de bien préciser la structure générale du cerveau. On se rend compte qu'il y a des différences qui sont notables entre espèces, vraiment importantes, qui sont à la fois difficiles à interpréter en termes de fonctionnement, parce que là, on a tout ce travail à refaire, d'essayer de comprendre l'anatomie des zones fonctionnelles. Par exemple, l'aire du langage, l'aire de Broca qu'on décrivait auparavant, c'était pas l'endroit où elle se situe réellement d'un point de vue anatomique. C'est ça, j'ai vu quand tu as présenté ça, j'étais assez bluffée. Donc, en fait, il faut revoir toutes les aires de Broca. Exactement. Donc ça, on va le refaire. Ça implique un long travail. Et puis, de toute façon, ce qu'on voit aussi, c'est que le cerveau a aussi évolué au cours du temps à plusieurs échelles différentes. En particulier chez Homo sapiens, on voit que le cerveau des humains d'aujourd'hui n'a pas la même structure d'ensemble tout à fait que les Homo sapiens d'il y a 40-50 000 ans, qui avaient en moyenne un cerveau plus gros et une structure légèrement différente. Moi, je voulais revenir là-dessus. Cette idée de culture cumulative, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'humain, il est capable d'accumuler de la culture, mais surtout, il est capable de combiner de la culture. C'est-à-dire que dans la même manière que le langage qu'on a, qui est particulier, c'est d'articuler des sons pour créer des mots, d'articuler des mots pour créer des phrases, ce qu'on appelle une espèce d'articulation, on est capable, en tant qu'humain, d'aller chercher des savoirs à droite, à gauche et de les combiner avec les savoirs déjà existants pour créer des nouveaux savoirs. Et donc, une des spécificités humaines, c'est aussi le fait que les humains étaient capables d'interagir entre les différents groupes humains, ce qu'on retrouve dans les données génétiques. Dans les données génétiques, on voit qu'il y a toujours eu des échanges entre les différents groupes humains. Et ça, c'est fondamental parce que ces échanges qui se traduisaient donc génétiquement, ça veut bien dire qu'il y a des gens qui se reproduisaient ensemble, c'était aussi des échanges qui permettaient de combiner de la culture et donc de créer de la nouvelle culture qui se cumulait. Donc cette idée vraiment d'humain en réseau à l'intérieur des groupes et avec les autres groupes, c'est une des forces aussi fondamentales de notre espèce. Donc, ils n'ont pas cessé d'élargir leur cercle et à partir de là, d'échanger des savoirs. Parce que moi, je discutais avec des collègues primatologues dans l'unité au Musée de l'Homme qui me disaient, quand un chimpanzé rencontre un chimpanzé d'un autre groupe, ils se battent immédiatement. Il n'y a pas d'échange possible. Nous, on arrive entre groupes humains à échanger des technologies, des informations, des gens, etc. Même si dans certains cas, il y a des pics de violence, mais qui sont très récents quand même dans l'histoire humaine, pour l'essentiel de notre histoire, on avait surtout des échanges avec les autres groupes. Et ça, c'est fondamental. C'est un des atouts de l'humain. C'est-à-dire un des atouts de l'humain, c'est justement cette idée d'être capable d'aller voir l'autre et d'échanger avec l'autre. Et de toujours élargir les groupes sociaux. Vous êtes d'accord avec cette observation ? Oui, c'est peut-être aussi en lien avec des changements de mode de vie et de structure au sein de l'humanité. Homo sapiens, jusqu'à il y a 10 000 ans, et toutes les espèces humaines qui ont précédé, étaient nomades
se déplacer étaient peu nombreux sur Terre. Donc les contraintes pour les interactions entre humains étaient forcément différentes. Il y avait peu d'Homo sapiens, il y avait peu d'humains d'autres espèces, et il y avait probablement des transmissions entre espèces, à l'intérieur d'une espèce et entre les différentes espèces humaines. C'est vrai que la comparaison avec l'Homo sapiens récent, elle est difficile parce que justement, on a inventé quelque chose, nous, qui est la limite, la frontière, qui cause des tensions, des histoires, et on retrouve le cas un peu des chimpanzés. Les conflits qu'il y a entre groupes de chimpanzés, c'est des conflits de territoire. Homo sapiens Et c'est pour ça, je pense que c'est fondamental que les gens se rendent compte qu'il y a 10 000 ans, en France, on était au maximum, on était 6 000. Donc, c'est difficile de se représenter la vie à la préhistoire. Parce que nous, on vit dans des espaces sursaturés, quoi. Et avec beaucoup de gens partout, etc. Et il faut bien se rendre compte qu'à la préhistoire, les gens, ils étaient vraiment, vraiment peu nombreux. Et d'où l'importance, quand on était dans des petits groupes, de coopérer à l'intérieur des groupes, mais d'être capable aussi d'échanger avec les groupes à côté. Et ça, c'est un des atouts de l'espèce humaine. C'est d'être cette capacité de coopérer avec des gens qui ne sont pas forcément ses apparentés proches et d'être capable d'échanger avec des gens d'autres groupes. Mais toujours à l'intérieur de petits groupes. Alors, il n'y avait pas de ville avant le néolithique, avant il y a 10 000 ans. Bon, même s'il y a eu des villes avant le néolithique, etc. Mais en gros, jusqu'à il y a 10 000 ans, il n'y avait pas de ville. On n'était pas très nombreux. On estime, à partir des données génétiques, on voit que les études génétiques qui datent donc du paléolithique, ça donne des niveaux de diversité qui correspondent à ce qu'on a actuellement chez les chasseurs-cueilleurs actuels. Par exemple, les populations que nous, on nomme les pygmées en Afrique centrale, qui sont des groupes, grosso modo, d'une centaine d'individus, mais qui échangent entre groupes. Ça vous fait sourire? Parce que c'est passionnant de découvrir cette humanité du passé. Ça nous renseigne aussi sur aujourd'hui. Et c'est ce qui est intéressant aussi de comprendre qu'il y a une part importante de culturel qui fait l'humanité d'aujourd'hui. Le biologique, l'Homo sapiens d'il y a 50 ou 100 000 ans, il est assez peu différent de l'Homo sapiens d'aujourd'hui. Évidemment, si on prend un seul fossile et qu'on le compare avec quelques humains d'aujourd'hui, il sera un peu plus grand, il sera un petit peu différent, il y aura quelques caractères. Mais si on l'intègre dans la variabilité humaine d'aujourd'hui, il rentrera, on ne verra pas de différence. C'est globalement le même humain d'un point de vue biologique. Notre difficulté, c'est de comprendre que nos comportements, nos habitudes, nos cultures ont changé au cours du temps, ce qui rend aussi très difficile notre capacité de compréhension de ce qui se passait à cette époque-là, de quels échanges ils avaient, de comment ils vivaient, comprendre les mouvements d'il y a 40 ou 50 000 ans et les interactions entre groupes humains, c'est très difficile de le faire. Vous parliez tout à l'heure de la place des femmes à la préhistoire, c'est une belle illustration. On a construit tout un narratif sur ça, basé sur les cultures actuelles, sans avoir de données archéologiques pour le traiter. On n'a aucune idée de quelle est la réalité. Il y a trop peu de données. On trouve des restes humains qu'on arrive à identifier comme masculins, féminins. On trouve des outils en pierre. On est incapable de dire qui a fabriqué l'outil en pierre, qui l'a utilisé et à quoi ça a été utilisé par un homme ou par une femme. Sur cette base-là, on ne peut pas explorer ça. Et c'est vraiment la difficulté. Est-ce qu'on n'a pas très longtemps justement diminué le rôle de la femme Je ne voulais pas forcément lancer ce sujet-là. C'était une illustration pour dire que arriver à comprendre le détail des comportements des humains, c'est très difficile sans projeter. Dans les atouts qui ont fait la réussite d'Homo sapiens, est-ce qu'il ne faut pas négliger le succès de la femelle sapiens? Il est possible qu'elle représentait à l'époque à peu près 50% des populations et qu'il y en a eu à toutes les périodes. Non, mais c'est vrai que le grand atout aussi démographique qu'on a eu, c'est qu'on a cette particularité chez les mammifères de commencer à faire, quand on est une femme, à faire d'autres enfants avant d'avoir fini d'élever le premier. Oui. Ce qui n'est pas le cas chez les chimpanzés. Chez les chimpanzés, en général, une femelle chimpanzé, elle a son petit et elle va attendre 4-5 ans vraiment d'avoir complètement sevré son petit, c'est-à-dire qu'il soit autonome en termes d'alimentation, pour se reproduire à nouveau. Et ça prend 5 ans. Alors que chez les humains,
on a développé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'élevage coopératif, qui fait que les femmes ne sont pas obligées d'attendre d'avoir fini d'élever le premier gamin pour en faire un autre. Et donc, elles vont avoir successivement des enfants. D'ailleurs, elles ont Et- successivement des enfants à charge. Et c'est quoi cet élevage coopératif? Ben, cet élevage coopératif, c'est ce qu'on appelle aussi l'allocaire, qui est un terme qui n'est pas très beau. C'est le fait que, en fait, une femme, un enfant qui naît, ça n'est pas seulement la mère qui s'en occupe, mais c'est l'ensemble du groupe. Il y a le père, il y a les frères, mais il y a tout le groupe humain. Et du Et ça, fait... c'est une des conditions ça, du succès de Sapiens. Ah, mais ça, c'est fondamental dans le succès de Sapiens, parce que Voilà. comme Et on on fait ne ça... le dit pas assez. On ne le dit pas assez, mais bien sûr, c'est pas simplement il est là, surgi avec ses grands muscles. C'est parce que il y a eu cet allocaire partout. Et donc, Et donc, du fait qu'il y ait d'autres humains qui aident à faire grandir les petits, les femmes pouvaient plus facilement, plus rapidement retomber enceintes et avoir des enfants. Alors Voilà, attention, la je dis, fécondité je suis un peu directionnelle dans mes arguments. On ne sait pas, c'est toujours l'œuf et la poule, on ne sait pas qui influe sur qui, mais le résultat final, c'est qu'une mère sapiens a plusieurs enfants dont elle s'occupe, mais elle n'est pas toute seule à s'en occuper, donc elle peut en avoir plusieurs, et donc elle se reproduit beaucoup plus vite. Donc, par exemple, on Voilà. estime que les sapiens, traditionnellement, ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs, les femmes avaient un enfant tous les 3, voire tous les 4 ans, plutôt tous les 3 ans. C'est les données qu'on a, c'est un enfant tous les 3 ans. Donc, en gros, on se reproduit 2 fois plus vite qu'un chimpanzé, quoi. un commentaire? Sur la reproduction des chimpanzés, non. Je ne maîtrise pas trop Non, le sujet. mais sur le fait que ce soit justement qu'il ait fallu des villages pour... pardon. Sur le fait qu'il ait fallu des villages pour éduquer des enfants et que ce soit ça qui ait contribué au succès des sapiens. Oui, mais là encore, on parle d'une époque finalement récente par rapport à la structure de la préhistoire. C'est bien après la disparition de toutes les autres espèces humaines. Ah, non, je pense que ça commence. J'ai déjà, tu le vois déjà tu commences à le voir chez Erectus. Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire. Qu'il n'y avait Erectus, probablement pas de une date, comparaison. Une date, Evelyne, Enfin, pour à mon Erectus. avis, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place il y a environ 1 million d'années. Peut-être pas les premiers Erectus, mais plutôt vers 1 million d'années. Voilà, je voulais dire que c'était pas une spécificité d'Homo sapiens, probablement d'avoir des structures de groupe et d'avoir une démographie un peu plus importante qui permet de s'étendre aussi. Le néolithique, c'est un grand changement par rapport à ça. Ça change aussi les conditions. C'est différent dans la manière de vivre On et la est manière d'accord. d'avoir des enfants par rapport à des nomades. Ouais, mais attends, moi je te Constant. dis que je pense que chasseur-cueilleur nomade, tu faisais un enfant à peu près tous les 3 ans, et avec le Oui. néolithique, tu rapproches l'intervalle entre naissances, et donc là, c'est l'expansion démographique à fond, parce que tu peux avoir un enfant tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Mais un enfant tous les 3 ou 4 ans, en tous les cas, c'est visiblement ce qui est attendu, d'après ce qu'on sait, dans une grande partie de l'histoire de Sapiens, quoi. Oui, mais probablement pas que sapiens. Ah oui, Néandertal Erectus, aussi, oui, Néandertal et- aussi, oui. Homo sapiens, à votre avis, comment a-t-il tiré son épingle du jeu? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, la culture cumulative, c'est très très important. Si vous pouviez chacun me la résumer à votre façon, à nouveau, je veux bien. Par rapport à la question de départ, moi en tant que paléoanthropologue, par rapport au registre fossile, par rapport à ce qu'on connaît, même par rapport aux connaissances archéologiques, je ne suis pas certain de pouvoir identifier quoi que ce soit qui permette d'expliquer pourquoi on s'en est sorti et pas les autres espèces humaines. Vraiment. Non, déjà il y a un aspect qui est complexe, c'est que on parle d'extinction d'espèces comme si c'était un fait qu'on pouvait observer. C'est pas le cas. On a des fossiles, en particulier si on regarde Néandertal, autour de 40-42 000 ans, on a plein de fossiles en Europe de l'Ouest, probablement le moment où on a le plus de fossiles. On a des fossiles en Russie,
On n'en a pas entre les deux, mais on en a tellement peu entre les deux sur les 400 000 ans de l'histoire de Néandertal que c'est pas forcément une surprise. Et où sont-ils aujourd'hui? Les Néandertaliens. Les Dénisoviens, les En Néandertaliens, fait, ce que je les voulais dire par là, Floresiensis. c'est que l'enregistrement archéologique à 42 000 ans est important. Il y a beaucoup de restes. Il y en a plus après. On ne sait pas à quel moment ça se passe. On ne sait pas si c'est à 40 000 ou à 38 ou à 36, si c'est d'un seul D'accord. coup, etc. C'est la même histoire Mais pour Denisova. est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'ils ne sont plus parmi nous? Je suis d'accord, mais on a aussi d'autres informations. La paléogénétique nous a montré que les premiers Homo sapiens en dehors d'Afrique n'étaient pas les ancêtres directs de l'humanité d'aujourd'hui, qui avaient eu des premières expansions qui Bien n'avaient pas sûr. non plus Mm. contribué. Qu'en gros, l'Eurasie a été une zone où il y a 50 000 ans, il y avait beaucoup d'humanités différentes, et que s'il y a encore des humains aujourd'hui, eh bien, ceux qui s'en sont sortis, c'est, semble-t-il, ceux qui étaient toujours en Afrique à cette époque-là. Et que finalement, notre obsession d'essayer de trouver ce qui s'est passé pour les différentes espèces humaines, c'est d'oublier cette petite particularité que l'on avait, d'être un peu plus étendu, d'avoir gardé un pied sur un autre continent et nous en être peut-être sortis aussi grâce à ça. On viendrait d'Afrique, non pas une fois, non pas deux fois avec Erectus, mais aussi très récemment. Notre origine est réellement africaine. Ah ouais. Alors moi, je pense que si on revient à la question, tu disais des choses qu'il faut mettre en avant, qui font un peu le pourquoi du succès de notre espèce. Pour moi, il y a deux choses qui sont très imbriquées, c'est la coopération et la transmission. C'est-à-dire à la fois la capacité de coopérer avec des gens qui ne sont pas des apparentés directes et la transmission, c'est-à-dire la capacité de transmettre des informations, des traits culturels, des normes sociales, autant avec des gens contemporains qu'avec des descendants, etc. Donc, Y compris des non-apparentés. y compris des non-apparentés. Pour moi, ça, c'est deux choses fondamentales. Alors maintenant, je rejoins Antoine. Par contre, c'est très difficile de savoir si Néandertal, à mon avis aussi, il devait avoir tout ça. Pourquoi c'est plutôt nous que Néandertal? Alors là, point d'interrogation. Moi, Néandertal, quand même, son espèce, elle a survécu au moins 300 voire 400 000 ans. Hein. Nous, on en est à 300 000. Donc, voilà, je sais pas. Je sais pas, moi, par rapport à l'histoire de ce que je comprends de l'évolution humaine, qu'est-ce qu'il y a qui est vraiment significativement différent entre Sapiens et Néandertal, qui me permettrait de dire, avec ces données-là, je sais que Néandertal, il allait vers l'extinction, et je sais que Sapiens, lui, il a survécu. Il y a peut-être aussi énormément des coups de bol, quoi, du hasard aussi. Est-ce que vous aimeriez savoir si les groupes sanguins ont été un apport important dans un atout important pour les Homo sapiens? Alors, oui, là, c'est Stéphane Mazière qui a fait une très belle étude là-dessus. Ouais. Et ils ont reconstitué les groupes sanguins a priori de Néandertal. Et ce qui montre de manière assez attendue, c'est qu'il y avait moins de diversité de groupes sanguins chez Néandertal et beaucoup plus chez Sapiens. Et qu'on pense que ça a été un avantage pour Sapiens, parce qu'en général, la diversité génétique, c'est un avantage, voilà. Et ça permet de mieux résister à certains pathogènes. C'est pareil, le métissage, qu'est-ce que ça a pu apporter? Le métissage, de manière générale, c'est mieux d'avoir de la diversité génétique que d'être tout seul dans son coin. Tout seul dans son coin, une petite population, elle perd de la diversité génétique et il suffit qu'il y ait un nouveau virus ou quelque chose de nouveau qui arrive, elle sera moins à même d'avoir les variants génétiques qui lui permettent de résister. C'est ce qu'on retrouve dans justement les plantes, les animaux, avec le problème des plantes justement domestiquées qui ont perdu trop de diversité génétique. Est-ce que vous avez un exemple? Tu as un exemple? Alors. Ah oui, combien ces espèces dans nos gènes. Alors, Néandertal, les individus à l'extérieur de l'Afrique ont 2% de leur ADN qui vient de Néandertal. Et maintenant, Denisova, on le retrouve dans les populations à l'est de l'Himalaya et ça va de moins de 1% jusqu'à 3 ou 4% dans certaines populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est mélangé avec Néandertal ou avec Denisova,
C'était pas évident parce qu'on était en train de devenir des espèces différentes. Donc ça n'a pas marché toujours à 100%, mais d'une manière générale, on a récupéré entre guillemets des bons gènes, que ça soit chez Néandertal ou chez Denisova, qui nous ont permis de nous adapter au nouvel environnement où on arrivait, et notamment à s'adapter aux nouveaux pathogènes qu'on trouvait dans ce nouvel environnement, où eux étaient là depuis fort longtemps, donc adaptés à cet environnement-là. Ça nous a permis de nous adapter notamment aux gènes de l'altitude. Oui, il y a l'altitude dans le Tibet, mais il y a aussi par exemple en Océanie, les travaux de l'équipe de Quintana Mercy à Pasteur, ils montrent que les bouts reçus de Denisova dans les populations océaniennes, c'est en général des bouts d'ADN qui permettent de s'adapter à des épidémies de type viral ou pathogène, etc. Donc, on pense que ça a beaucoup joué dans l'adaptation des populations, un accélérateur d'adaptation. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir de négatif, en revanche, qu'on aurait gardé Alors, on a gardé des gènes, il y a des gènes de Néandertal dont on a vu lors de l'épidémie de Covid qu'ils augmentaient la probabilité d'avoir une forme grave de la maladie et qui étaient hérités de Néandertal, parce qu'on pense que ces bouts d'ADN, dans le passé, ils ont permis de résister à certaines maladies dans le passé, mais dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, c'était négatif comme effet, et ça donnait des formes plus graves de la maladie. Mais de toute façon, ça, en général, c'est ça en génétique. Un gène, une forme de gène peut être bonne à un moment et pas bonne à un autre moment dans un autre environnement. Oui, la question, c'est pourquoi, en fait. Quand l'environnement change... Quand l'environnement change, des gènes qui étaient bons avant ne sont pas bons après. Par exemple, si vous prenez la myopie, qui permettait peut-être à des gens d'être réformés et de ne pas aller à la guerre de 14-18, ça devait être un avantage évolutif énorme. Bah oui, et c'est comme ça qu'on raisonne. C'est schématique. Et du coup, eux, ils ont eu un avantage évolutif énorme pendant la guerre de 14-18. Bon, voilà. Mais peut-être qu'après, quand il y a maintenant des lunettes, ça n'est plus un avantage évolutif. Et peut-être que dans le passé, où il fallait, pour savoir bien chasser, ne pas être myope, c'était peut-être un désavantage. Donc, par exemple, un truc comme la myopie, dans un environnement, c'est désavantageux parce qu'il faut avoir un œil affûté pour pouvoir bien viser. C'est intéressant pour ne pas être envoyé à se faire massacrer dans la guerre de 14-18. Et maintenant, il y a les lunettes, ça n'a plus ni avantage ni désavantage. Donc voilà, c'est un exemple, bon, c'est schématique, mais ça permet de visualiser que effectivement, des gènes peuvent être bons dans un environnement, négatifs dans un autre environnement, et dans encore un autre environnement, ne changer rien du tout. Un commentaire, Antoine. Sur le gène de la myopie, j'en ai pas. Non, pas sur le gène de la myopie, mais en général, sur ce que nous venons de dire. Pas facilement, simplement parce que moi, je travaille sur les restes biologiques, et c'est vrai que ces données génétiques sont difficiles à corréler avec la biologie. Ça commence juste, il y a quelques travaux qui essayent de relier la forme du crâne, la forme du cerveau, avec les variations génétiques, mais c'est complexe comme approche parce qu'en plus on n'a pas forcément exactement les gènes des spécimens dont on étudie la biologie et on fait des comparaisons qui sont empiriques avec peu de certitude. Donc jusque-là, arriver à bien comprendre l'implication que ça peut avoir, l'effet aussi qu'ont pu avoir les transmissions de gènes. Il y a eu des articles qui ont essayé de quantifier comment l'apport de gènes a pu avoir un effet sur la forme de notre crâne et de notre cerveau. C'est pas parce qu'on observe un lien qu'il y a une vraie causalité d'expression. Ces gènes-là, ils peuvent servir à autre chose et être impliqués dans d'autres facteurs qui font qu'en effet, le cerveau a une forme différente. Donc c'est toujours compliqué d'arriver à apprécier le lien. C'est vrai que pendant longtemps, on a eu cette idée en tête d'essayer de trouver des spécimens fossiles où on arriverait à voir biologiquement qu'il y a eu hybridation. C'était le grand débat entre Sapiens et Néandertal pendant longtemps. La génétique a clos les spécimens de Roumanie, en le démontrant. Bien sûr. Pourtant, biologiquement, typiquement, le crâne de Roumanie, quand on le regarde, on fait des analyses morphométriques, il ne se rapproche pas de Néandertal particulièrement, sauf si on fait le choix de trouver comment on arrive à le rapprocher d'un Néandertalien. Donc
Il n'y a pas de données objectives qui permettent de faire ce lien-là. Il y a une exception, il y a un fossile extraordinaire qui, d'un point de vue paléogénétique, méritait toutes les couvertures parce que c'est un hybride de premier degré entre des Denisoviens et des Néandertaliens, ce qui est une découverte extraordinaire d'un point de vue statistique. Pour moi, paléoanthropologue, l'apport est assez restreint. C'est un bout d'os grand comme ça à tout casser. Malheureusement, ça ne m'apporte pas grand-chose. Par contre, il y a peut-être des travaux qui seraient intéressants dans votre discipline. Je sais que, encore une fois, le fameux Svante Pääbo a essayé de faire des modifications génétiques avec les fameux ciseaux génétiques, la CRISPR-Cas9, dans certains gènes où il a induit des variations néandertaliennes dans des cellules qu'on cultive pour faire des espèces de mini-cerveaux. Et à partir de là, en introduisant les mutations néandertaliennes dans ces espèces de mini-cerveaux, il a pu mesurer des différences, effectivement. Alors, je crois que c'est dans la vitesse de prolifération des neurones ou quelque chose comme ça. Ça, c'est peut-être une voie qui serait peut-être plus... C'est intéressant, ce sont des domaines passionnants et qui offrent des perspectives, mais là encore... pas aimer Antoine. Si, mais il ne faut pas le prendre non plus au premier degré ou comme une démonstration absolue. C'est des conditions qui ne sont pas naturelles. Le cerveau, il ne croit pas dans une petite boîte en plastique, dans un laboratoire. Et de toute façon, quand on tripote les gènes et qu'on essaye d'appliquer des choses comme ça, c'est compliqué. Oui, parce que tu peux te dire même, parce que là, il a fait la mutation dans un ADN de Sapiens, mais ça n'a peut-être pas le même effet dans un néandertalien. Donc, c'est toujours Mais c'est compliqué. Passionnant parce que ça ouvre des nouvelles perspectives et c'est très chouette de le faire. La difficulté, c'est de voir quelles sont la vraie implication de tels travaux. Mais en fait, on n'a aucune question. Ah, qu'est-ce que ça pourrait donner morphologiquement un Homo sapiens qui évolue? Alors, ce qu'on peut dire, c'est ce que ça va pas faire. Oui. Parce qu'on voit plein de dessins de science-fiction, etc., où à force d'utiliser notre pouce sur notre téléphone, on a des grands pouces, voire un doigt en plus parce que c'est plus pratique, qu'on perd nos jambes parce qu'on reste assis trop longtemps et qu'on a les yeux carrés. Pour les yeux, pour l'ordinateur. Alors ça, c'est faux. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on va évoluer. Est-ce que pour voir des changements morphologiques, comme vient de le dire Antoine, c'est très long. Parce que même quand on regarde un crâne d'il y a 30 000 ans, on ne voit pas beaucoup de différence avec un crâne actuel. Les changements morphologiques dans notre espèce qui ont eu lieu rapidement, c'est l'augmentation de la stature qui est liée essentiellement à l'alimentation et à une meilleure hygiène. Donc là, effectivement, on a gagné des centimètres morphologiquement. Et sinon, les changements qu'on voit, c'est les changements de couleur de peau qui sont liés au mélange de gens qui viennent d'origines géographiques différentes et qui donc ont évolué et avaient des couleurs de peau différentes. Quand ils se mélangent, des fois, ça fait des trucs marrants. Vous pouvez être de couleur de peau foncée avec les cheveux blonds. Voilà, donc ça, c'est des changements d'apparence qu'on va avoir. Mais le reste des évolutions morphologiques, c'est très, 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 très long. Et impossible à prédire. C'est le principe de l'évolution. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Antoine. Il y a un travail du Max Planck qui dit que effectivement, ça a pris des dizaines de milliers d'années pour faire ces différences entre les deux crânes, mais que dès les premiers moment de sa vie, Sapiens aurait développé un câblage neuronal qui lui aurait conféré de grandes capacités cognitives très différentes de celles de Néandertal. Je cite Philippe Günz, qui est paléoanthropologue à l'Institut d'anthropologie évolutive du Max Planck de Leipzig en Allemagne. Il n'est pas le seul. Il y a eu d'autres travaux qui sont venus. Mais arrêtez d'en rajouter comme ça. Oui. En fait, c'est une façon, en fait, d'essayer de voir comment se sont configurés le crâne rond et le crâne oblong de Sapiens pour l'un, Néandertal pour l'autre.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Que la question de la connectivité Voilà. interne, on ne maîtrise pas encore, simplement parce qu'on n'y a pas accès du tout sur les spécimens fossiles. Au mieux, on a l'enveloppe externe, puisqu'on n'a que le moulage interne du crâne. Donc on ne sait pas exactement comment étaient les fibres, les connexions, les neurones à l'intérieur du cerveau. Et ça, c'est très important. Oui, et de toute façon, ça restera compliqué à aborder. Il y a les premiers travaux qui ont été faits à partir de la génétique, des cellules neuronales ont été constituées qui semblent différentes en fonction des gènes, les parties de gènes néandertaliennes qu'on utilise. Donc ça montre bien que c'est un sujet qui est complexe. En ce qui concerne la forme générale du cerveau, il y a des différences. La difficulté, c'est toujours savoir qualitativement l'impact que ça peut avoir. L'idée que c'est forcément mieux chez Homo sapiens, c'est difficile à démontrer. Et puis ça dépend aussi de ce qu'on définit comme Homo sapiens. Et c'est vrai que dans les travaux qui ont été faits par le Max Planck sur l'évolution du cerveau, leur point de départ, c'est de justement comparer avec les premiers fossiles il y a 300 000 ans, qui sont peut-être parmi Homo sapiens, mais qui font pas consensus parmi tout le monde, et puis qui sont différents des Homo sapiens plus récents, ça c'est une certitude, mais ça ne nous dit pas quand la transformation de forme s'est faite. Et puis à l'inverse, au sein de Néandertal, on ne sait pas bien encore le détail des transformations de forme qu'il y a eu. Au qu'il moins prennent-ils des formes très très archaïques de sapiens. Oui, mais pour ça, il faudrait pouvoir comparer aussi avec des formes très anciennes et avoir une trajectoire pour Néandertal. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que jusque-là, on disposait de très peu de données objectives sur la structure du cerveau. Ce qui avait été fait était peu précis. Ou en tout cas, là, les travaux qu'on a pu faire montrent qu'il y avait des approximations parce qu'on ne disposait pas des données Vous pour le faire. parlez de quoi? De paléobrain là, de ce qu'on a fait là, oui, d'améliorer notre capacité à reconnaître le cerveau, et ce qui montre, moi, que la structure cérébrale chez Néandertal, contrairement à ce que disait Philippe ou Jean-Jacques Hublin, Philippe Gunz ou Jean-Jacques Hublin, il faudrait que vous puissiez nommer Elle est, Evelyne attend la fin de la phrase, oui. elle est très dérivée aussi. Eux ont Alors, observé. il faudrait que vous datiez, que vous... Parce que, voilà, vous me laissez dans l'attente, là. En fait, leur propos... nos auditeurs aussi. Leur propos, c'est de dire que la forme du cerveau chez Sapiens est particulière parce que celle d'Erectus et Néandertal serait proche et serait liée par une augmentation globale de taille. C'est en partie vrai sur ce qu'ils ont fait, eux, sur l'enveloppe générale du cerveau, oui. Mais grâce aux données que j'ai maintenant qui permettent de mieux apprécier la structure et l'extension des différentes parties du cerveau, on observe que le cerveau de Néandertal est très différent de celui d'Erectus, oui. comme l'est celui de Sapiens. Et plutôt que d'avoir cette idée d'une évolution avec une continuité entre plusieurs espèces et Sapiens qui se distinguent, en fait, il y a plusieurs espèces qui se distinguent. Oui, volontiers. Oui et non. Radinerie, oh, c'est très joli la radinerie. J'adore. Mais non, mais c'est vrai que c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire des vaincus, ça c'est bien connu. Mais néanmoins, moi je trouve au contraire qu'il y a une très grande réhabilitation de Néandertal depuis une dizaine d'années, où finalement on retrouve, on met en avant beaucoup de capacités cognitives qu'avait Néandertal, qu'il était capable de faire. On voit même maintenant qu'il serait capable de faire des productions symboliques. Donc oui, c'est vrai, oui et non. L'erreur aussi qu'on fait, c'est de supposer que les Homo sapiens d'il y a 50 000 ans nous ressemblaient en termes de comportement. C'est pas le cas. Ça n'a rien à voir. Oui. On ne peut pas apprécier la culture de ces humains d'il y a 50 000 ans. Ça n'a rien à voir avec des Occidentaux d'aujourd'hui ou des chasseurs-cueilleurs qu'il y a sur Terre. Leur manière de vivre était fondamentalement différente. Et sur le registre archéologique dont on dispose, on est incapable d'apprécier la diversité de capacités intellectuelles et surtout les pensées des Homo sapiens ou des Néandertaliens. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire
du nettoyage de pensée, de l'angélisme, etc. C'est de prendre le recul et de dire il y a deux humanités arrêtons de différentes. projeter, arrêtons de penser que nous n'avons pas changé, etc. On dit souvent, on avait l'image des humains préhistoriques comme des abrutis, etc. C'est ça. Déjà, là, c'est pas tout à fait vrai. Les humains, nos ancêtres du 19e qui pensaient à ce qu'étaient les humains préhistoriques, ils n'avaient aucune donnée, aucune information, aucun contexte, pas de chronologie. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient à l'époque. Et nous, on a cette image, on s'est construit cette image de l'humain préhistorique brutal auquel ils pensaient à l'époque, qui n'est pas vrai. D'ailleurs, les premières représentations d'humains préhistoriques, ils représentaient des Occidentaux bien propres, bien nettoyés, qui vivaient dans des grottes de la même manière que vivaient les humains du 19e, avec la même structure hiérarchique. C'est bien la preuve qu'ils ne pensaient pas que c'était des abrutis finis, puisqu'ils pensaient qu'ils étaient exactement comme eux à ce moment-là. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Evelyne Meyer, merci à Antoine Balzo, merci à Aurore Nérat, merci à Science et Avenir.